camembert. Nous sommes aux côtés de ceux qui vont jusqu'au bout. Banque Populaire, nous ne sommes pas populaires sans raison. Chaque jour, pour livrer ses clients, Jeffco fait 10 fois le tour du monde. Transport Jeffco, on avance. Mes plantes sont superbes. C'est normal, vous utilisez le nouvel engrais Substral, formule équilibrée, pour une croissance plus saine des racines jusqu'aux feuilles. Les plantes ont besoin d'amour et de Substral. Pour bien élever votre maîtresse, vous devrez l'habituer à la variété de vos désirs. Mousse, terrine, festin de morceaux, gourmet, le menu 3 étoiles. Les cheveux blancs, je vous avoue que c'est un charme dont je me passe. Pour couvrir en douceur mes cheveux blancs, je viens enfin de trouver ce que j'attendais. Dédicace de L'Oréal. C'est simple, c'est tout prêt, sans oxydant ni ammoniac. Dédicace est très doux et s'estompe après 5 ou 6 shampoings. Avec Dédicace, je retrouve ma couleur naturelle en beauté. Vous attendez quelqu'un, mademoiselle ? Oui, toi. Dédicace de L'Oréal pour couvrir en douceur les cheveux blancs. On redoutait un futur où toutes les puissances seraient opposées. Heureusement, on en a inventé un autre où elles peuvent être compatibles. Power Macintosh est là. Vous n'en attendiez pas tant du futur. Bougon, les meilleures chèvres feront toujours le meilleur fromage. Les taches de gras, les taches de fruits rouges, c'est un vrai problème. Contre le gras et les taches colorées, voici Skip Micro double action. Une action contre le gras, une action contre les taches colorées. Skip Micro double action. Contre les taches de gras et les taches colorées. Jim, Domino, t'es plein de taches. On dirait la rougeole. Hello les vélos. T'as pas un bonbon ? Quel calme. Pourquoi est-ce qu'il aime tellement les dinosaures? On sort le périscope. Pas pour les vélos. Salut, ça va toi en bas? J'aurais dû avoir un chat. César, Typhus. Range Rover, qui sait où il vous conduira? Un petit resto de tourtereaux, la belle saison, des cornichons, et le bridou, et le bridou, et le bridou, qu'est-ce que c'est bon! Le bridou, appelons le saucisson par son nom. Fenêtre, véranda, pourquoi se laisser mettre en boîte? Avec nous, les aluminiers agréés Tecnal, votre horizon va changer. Une véranda Tecnal, c'est la lumière et l'espace qui vit. Une fenêtre Tecnal, c'est le confort et la beauté qui durent. Aluminier agréé Tecnal, contactez-nous au 05 27 3 fois. Le beau s'installe pour de bon. À Pâques, on peut remplacer un œuf par un autre. Mais si vous voulez que le déjeuner de Pâques soit merveilleux, somptueux, délicieux, rien ne remplace le foie gras. Aujourd'hui, pour se remonter le moral, il suffit de passer à la blanchure du papier Clair Alpha. Papier photocopie Clair Alpha, le blanc gagnant. Vous n'avez rien remarqué. Pourtant, un cancer du sein s'est développé sous vos yeux. C'est grâce au dépistage régulier que nous guérirons le cancer. Avec vos dons, la Ligue investit dans la prévention et la recherche pour que
que la vie continue. Pour vaincre le cancer, continuons la Ligue. En ce temps-là, l'Amérique était une terre à conquérir, un continent sauvage dominé par les seigneurs des plaines du Sud. Danse avec les loups, avec Kevin Costner, le chef-d'œuvre aux 7 Oscars, pour la première fois à la télévision. J'ai toujours voulu voir la frontière, avant qu'elle ait disparu. Un homme seul à la conquête de l'Ouest sauvage fait le choix de l'amour et de la liberté. Quel chemin, toi et moi. Danse avec les loups. Kevin Costner célèbre l'Ouest, le vrai, dimanche à 21h sur France 2. Allô maman, les machos ont bobo et ça ne fait que commencer. Déjà chez General Motors, les ingénieurs sont obligés de mettre des faux ongles pour tester les poignées de porte, pauvre vieux va. Furieusement tendance, 2 minutes qui vous branchent. France Inter, écoutez, ça n'a rien à voir. Désespoir et détermination devant les caméras de Ballet Masque. La révolte gronde chez les marins pêcheurs. Vous avez le sentiment que rien n'a bougé, rien n'a changé? On voit pas d'issue pour la pêche. On va se crever, c'est un fait. Les marins, ils ont raison de se défendre. C'est un beau métier quand même. C'est un immense respect pour cette mer. Respect parce que je crois qu'elle fait de nous des hommes libres. Ballet Masque, présenté par Mireille Dumas, marin pêcheur, le cœur à marée basse, mardi à 22h40 sur France 2. Bonsoir. Bonsoir. Nous, les Français, nous sommes les rois. Les rois des tranquillisants et autres pilules du bonheur dont nous faisons une consommation sans égale au monde. Songez, chaque année, en France, il se rédige 60 millions d'ordonnances, oui, à peu près une par Français, pour prescrire ce genre de médicaments. Et le chiffre d'affaires global de cette profession, de cette industrie, représente 3,5 milliards de francs. Alors, Martine, face à de tels records, on a quand même un peu tendance à se dire qu'il doit y avoir de l'abus. De l'abus, certainement, car il s'agit de vrais médicaments anxiolytiques pour lutter contre l'anxiété, antidépresseurs pour lutter contre la dépression nerveuse. Et en fait, ils ne sont pas toujours pris par de vrais malades. Mais il y a des raisons à cette surconsommation. Des raisons dont nous parlerons, et puis nous allons parler aussi de ces petites pilules que nous avons tellement envie de prendre, au fond, exactement comme nous prenons, je sais pas, un cachet d'aspirine pour faire passer la migraine, ou bien des vitamines pour nous mettre en forme. Seulement, voilà, quand même une question. Est-ce qu'on ne peut pas être bien dans sa tête sans se bourrer de médicaments? Ces médicaments, il faut le rappeler, sont très utiles pour lutter contre la vraie dépression nerveuse. Dans certains cas, ils sont même indispensables, mais ils ne sont pas toujours suffisants. Je vous propose pour commencer d'écouter le témoignage de Patricia Karen, 37 ans, 2 enfants, des séparations difficiles, une dépression. Isabelle l'a rencontrée. Je me sens crucifiée par la maladie. Je n'ai plus la force de me concentrer. Je suis au bord du délire. Je vis dans un coma dépressif et suis atteinte de tétanos mental. Ma volonté est anesthésiée. Je suis pressée comme un citron, vidée de ma pulpe. Pitié, que l'on ne me secoue pas. Patricia, il y a combien de temps que vous avez écrit ces lignes? Il y a environ 6-7 ans. Vous aviez le sentiment à ce moment-là de faire de la dépression nerveuse? J'aurais ri au nez à la personne qui m'aurait dit ça. J'aurais dit mais non, ça va se calmer. C'est un mauvais passage. On se réfugie derrière tout un tas d'excuses. Moi, dépressive? Non, franchement, non. Non. Ça ne s'avoue pas, ce genre de choses. C'est honteux.
On commence par l'automédication, c'est-à-dire on prend un certain nombre de choses pour se remonter, entre guillemets. Et puis on en arrive au tranquillisant très très facilement. C'est quelque chose qui vous calme sur le coup, immédiatement peut-être, mais on ne se rend pas compte que ça ne résout rien. Le problème est toujours là, ou les problèmes sont toujours là, et ils sont là en pleine nuit, ils sont là au petit matin, ils sont là l'après-midi, ils sont là 24 heures sur 24. Et donc, plus les malaises s'amplifient, plus on a une tendance de vouloir en prendre. Et on explique ça au médecin. Le médecin augmente ou change la puissance du tranquillisant. On va vers le tranquillisant très très puissant. Il y a un moment donné où je me suis vraiment vue très très mal partie. Je me suis dit, mais ça ou la drogue? Est-ce que c'est pas pareil? C'est pas la même chose, là j'attends, les cachets ne suffisent plus, j'attends ma piqûre, est-ce que je suis pas aussi dépendante de ça? Dans quel état vous étiez quand le médicament ne faisait plus effet? Lamentable. Lamentable. C'était... Je crois que j'étais vraiment comme un animal qui vraiment a peur, c'est une peur incontrôlée, on dit qu'on est vraiment on se trouve stupide et coupable en même temps, parce qu'il n'y a pas de raison apparente, il n'y a pas de raison évidente, et dit comment moi, si forte là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas toi ça, allons, il faut dominer la situation, il faut te secouer, il faut... Bon. Et on repart chercher sa boîte de Tranxène? Oui, bien sûr. En 90, vous craquez, vous faites une tentative de suicide, et à partir de là, vous allez prendre le problème complètement différemment. Oui, je suis allée voir un psychiatre. Déjà, il vous persuade d'une chose, c'est de ne pas être folle. C'est quelqu'un qui tout de suite va m'aider à comprendre que je fais une dépression nerveuse et que j'ai besoin de médicaments qui s'appellent des antidépresseurs. Que cette personne-là est là pour m'aider, ce qui n'était pas le cas auparavant, et pour m'aider à en sortir, à guérir, ce qui est très important, parce qu'on croit qu'on ne guérira jamais. Et pour moi, ça a été vraiment un guide. Parce que j'aime bien ce mot de guide parce qu'il dit très bien ce qu'est le psychiatre pour quelqu'un qui est en pleine dépression nerveuse. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression d'être sorti de la dépression nerveuse? Disons que j'ai l'impression d'être entre la convalescence et la guérison. Je peux écrire de nouveau, je peux vous parler, je peux rire, je peux aller au cinéma, je peux faire des tas de choses, m'occuper de mes enfants surtout. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez honte d'avoir fait une dépression nerveuse? Pas du tout. C'est une maladie qui se soigne, dont on guérit et dont il ne faut absolument pas minimiser le risque de suicide si on ne se soigne pas. Alors avec nous le docteur Édouard Zarifian, psychiatre, et qui publie, juste c'est tout nouveau, ça sort aujourd'hui en librairie, tiens coïncidence, Des paradis plein la tête chez Odile Jacob, et on va le voir tout au long de cette émission, c'est un sacré pavé dans la mare de nos pilules. Et puis le docteur Serge Gilbert, médecin généraliste. Alors tout de suite, je voudrais vous demander, ça fait 15 ans à peu près que vous exercez, est-ce que vous avez vu le nombre des malades venir vous dire je suis déprimé, augmenter dans votre clientèle? Cette cause de consultation, ce motif de consultation augmente. Je crois qu'il augmente pour des raisons qu'on peut définir. Il augmente d'autant plus qu'on est attentif à cette pathologie, que les gens le ressentent, et souvent les gens viennent consulter en disant finalement je viens de la part d'un tel, vous l'avez sorti de là, il m'a dit de venir vous voir. Et ils savent qu'on a une écoute, une attention, et qu'on pourra répondre à leurs problèmes.
Je crois que ça explique peut-être aussi le fait que j'en vois plus ces dernières années. Et est-ce que parmi vos patients, vous voyez des facteurs déclenchants qu'on nous cite, j'allais dire souvent dans les journaux, le divorce, le chômage, la vieillesse, le veuvage? Alors, il est évident qu'il y a des éléments qui déstabilisent les gens, qu'il y a une goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et une goutte d'eau est souvent des grosses gouttes. Et c'est vrai que la crise sociale, le chômage, l'éclatement de la famille, la solitude. Et vous dites la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, il était plein avant, c'est ça que vous voulez dire aussi? Il était parfois limite. On peut prendre la maladie, on peut prendre l'inquiétude face à des maladies comme le sida, ou par rapport à une période difficile que tout le monde ressent. Oui, docteur Zarifian, je pense là, vous serez d'accord sur les causes sociales, mais enfin tout de même, nous avons tous dans notre vie des épisodes tristes. Il faut tout de même dire que c'est pas pour autant qu'on devrait être suivi pendant 2 ans par un psychiatre et puis prendre des médicaments et tout ça. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le témoignage de cette jeune femme et elle a dit finalement une chose qui me paraît cruciale. Elle a dit j'ai commencé à aller mieux quand quelqu'un s'est occupé de moi, quand quelqu'un m'a redonné l'espoir et m'a dit vous allez vous en sortir. Et je crois que ce qui différencie une vraie dépression de tous ces troubles auxquels vous faites allusion, c'est que quand on a une vraie dépression, personne ne peut vous aider, dans votre entourage, ne peut vous aider à vous en sortir. Et là, je reprendrai le titre d'un roman de Françoise Sagan, on a des bleus à l'âme dans la vie. Faut-il médicaliser les bleus à l'âme? Mais en revanche, quand on a une vraie dépression, et dans le cas de Patricia, il est clair que le psychiatre avait diagnostiqué une telle maladie, on se permet de le dire, là, vous dites on ne peut pas s'en sortir seul, on ne peut pas s'en sortir seul avec des médicaments, il faut une aide et un travail sur soi, autrement on ne s'en sort pas. Les médicaments psychotropes, et dans ce livre j'y viens longuement, sont absolument indispensables à ce qu'on appelle les troubles psychiques. Ils agissent sur des symptômes. Les symptômes, c'est ce qu'exprime le patient. C'est-à-dire, la vie pour moi est sans espoir, je suis profondément triste, je n'ai plus goût à rien, je ne peux plus avoir aucun plaisir. Sur ces symptômes, le médicament agit. Mais il n'y a pas que les symptômes dans une dépression. Il faut remonter aux causes, et là, il faut un travail sur soi avec l'aide d'un psychiatre. C'est une vision un petit peu schématique de dire il faut remonter aux causes. Ça fait peur aux gens de remonter aux causes, très souvent. Il y a toujours une cause, quand même. Moi, je n'ai pas la prétention, dans ma pratique, d'amener les gens à la cause de leur dépression. Mais ce que j'essaye de leur montrer, c'est que ça ne survient pas comme ça et que leurs symptômes ont un sens, et un sens pour eux seuls. Et ça, c'est ce que je les aide à trouver. Il ne faut pas laisser les gens en souffrance, on va les aider, mais pas exclusivement par un médicament. Bon, alors, voici un autre exemple, Martine, où, là encore, c'est vraiment une maladie de l'âme, et pas seulement une crise de déprime. Ouais. Je suis à côté de Marie Barbara, qui a aujourd'hui 42 ans, oui. On peut le dire. Hein, oui, oui, oui. Et qui a derrière elle un passé de, j'allais dire, 12 ans de déprimée. Oui, oui. Alors, quand vous avez regardé Patricia, je vous ai vu faire ça un certain nombre de fois. Vous n'avez pas la même histoire qu'elle, mais vous avez ressenti les mêmes troubles et les mêmes besoins aussi. Exactement. Hein? Alors, vous avez eu, on va le dire, une mésentente familiale, un chômage, enfin des facteurs déclenchants, comme on vient de le dire. Et puis, un jour, vous êtes allé carrément plus mal. Hein? Alors, vous aviez ces symptômes dont parlait le docteur Zarifian, c'est-à-dire que vous n'arriviez plus à avancer? Mais je me sentais mal, je me levais le matin, je n'avançais pas, je me sentais fatiguée, je ne voyais plus quoi faire, où m'adresser, je me sentais seule, j'étais mal dans ma peau. Incapable de faire quelles que soient les choses. Incapable. Tout pèse 300 tonnes. Ah là là, j'étais lourde, je ne me portais plus, j'étais mal dans ma tête, j'étais mal. Alors on pleure un peu, on dort mal. Je pleurer, je ne dormais plus du tout. Ouais. Je ne mangeais plus. On se trouve moche. Oh là, oh là là. Oui. Et alors, à un moment, on se dit pas je suis déprimée, on se dit pas comme ça. Du tout, je ne savais même pas que je pouvais être dépressive, pas du tout, du tout. Alors, vous avez fini par aller voir un médecin généraliste. Voilà. Et quand je dis un médecin, vous en avez vu combien? Je ne sais pas, j'en ai vu pendant 10 ans, peu plus de 10 ans. Marie Barbara m'a donné une liste et je voudrais simplement la lire car je crois qu'elle remplacera bien des discours. Marie Barbara, en 10 ans,
a pris 13 antidépresseurs différents, du Laroxyl, du Clédial, du Ludiomyl, du Prozac, de l'Atimyl, du Protidène, de l'Anafranil, du Tofranil, du Visalan, du Survector, du Défanil, du Stablon, du Floxifral. Elle a pris en même temps des anxiolytiques, à tour de rôle, du Lexomyl, du Lysantia, du Valium 10, du Seresta, du Temesta, du Xanax, de l'Urbanil, du Tranxène, de l'Atarax, du Buspan, de l'Ananxil. Nous ne prenons mal à personne, nous les citons tous. Ils ont tous été utilisés, prescrits. Ah oui, prescrits par des médecins. Oui. Et ça n'a pas suffi. Du tout. Ça n'a pas suffi du tout. Du tout. Ce qui fait qu'un jour, on lui a donné un médicament plus fort. Voilà. Et à ce moment-là... À ce moment-là, j'ai fait un coma. Je suis rentrée dans le coma. J'ai fait un coma de 10 jours. Et je suis rentrée à l'hôpital en réanimation pendant un mois, dialysée 24 heures sur 24, parce que blocage rénal et une forte poussée d'urée. Alors quand on vous voit quand même, on se dit, c'est un événement de 91, et depuis 2 ans, vous remontez comme un bouchon, parce que là, vous allez bien. Mais là, j'ai arrêté les médicaments, je suis allée voir un neurologue qui m'a adressé à un psychiatre, et je fais une thérapie depuis maintenant, depuis l'année dernière, et je me sens beaucoup mieux. Je pense que vous avez compris pourquoi nous avons intitulé cette émission « Comment guérir sa dépression sans se bourrer de médicaments ». Je pense qu'on est d'accord. Alors, docteur Gilbert, finalement, j'ai l'impression qu'il y a des malades qui auraient besoin de médicaments, mais qui ne se reconnaissent pas malades et qui ne veulent pas de ces médicaments, et puis qu'il y a une surconsommation, donc il y aurait des Français qui en prennent trop. C'est pas les bons qui prennent les antidépresseurs, quoi. Alors, en ce qui concerne ceux qui ne veulent pas les prendre, il y a plusieurs explications. C'est Patricia, au début, qui ne voulait pas se reconnaître malade. Il y a les gens qui ont peur du médicament. Il y a les gens chez qui ça évoque un souvenir, un parent qui a pris le même, et qui ne veulent pas se retrouver dans une même représentation. Quant à ceux qui en veulent trop, c'est notre pain quotidien. Nous, les médecins généralistes, nous sommes confrontés à ça tous les jours, et pas seulement pour ces médicaments-là. Les gens nous demandent des antibiotiques, ils veulent passer un scanner, et c'est à nous d'essayer de comprendre pourquoi ils veulent ça, quelle est leur demande, où est le problème, quelle est la souffrance, et de trouver avec eux la meilleure solution. Alors, parce que tout de même, pour ces médicaments-là, le fait est qu'ils finissent, je dirais, par être considérés par certains comme des produits de consommation courante. D'ailleurs, les noms des plus célèbres d'entre eux sont passés dans le langage commun, ça fait partie de notre culture. Alors, Laure Baudouin nous fait découvrir cette civilisation sous tranquillisant, cette civilisation des pilules. Tristesse, anxiété, angoisse, inquiétude, stress, des mots qui reflètent notre époque. Alors, pour tenter d'oublier, on fait du jogging, on se trouve un ami fidèle, on taquine le goujon. On prend un verre, ou on se précipite à la pharmacie pour acheter les pilules du bonheur. Pas question de sombrer, il faut tenir le coup, et pour calmer son angoisse existentielle, on avale ses comprimés en catimini, comme dans le film All That Jazz. Les 2 anxiolytiques que nous vendons le plus sont Temesta et Lexomyl. Est-ce qu'il vous arrive de prendre des tranquillisants? Si je dois répondre vraiment sincèrement, quelquefois un peu de Lexomyl. Lexomyl, je n'ai pas d'autre, vous savez. J'en prends de temps en temps pour dormir. Le héros de ce livre vit douloureusement son divorce et prend du Lexomyl à toutes les pages. Lexomyl, c'est quelque chose, je crois, enfin, qui le rassure, qu'il peut en prendre quand il veut. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est quand j'ai commencé à écrire ce bouquin, je me suis rendu compte que tout le monde en prenait. Ça me paraît efficace, quoi. Je crois simplement... Enfin, le danger, c'est évidemment d'être accro, quoi, comme on dit. Comme toute drogue, je crois que c'est une drogue, quand même. Non? Je sais pas, il y a une accoutumance, peut-être.
À la fin, votre héros arrête de prendre du Lexomil. C'est moral. C'est-à-dire? Une futurure, beaucoup d'enfants, il arrête là le Lexomil. Autre anxiolytique, le Temesta. Qu'est-ce que vous prenez? Je prends du Temesta, moi. Je prends ça pour m'endormir. Je prends un Temesta tous les soirs. Temesta. Temesta pour dormir, oui. Et puis il y a aussi les antidépresseurs. Leur but, améliorer l'humeur des vrais déprimés. Le dernier-né se nomme Prozac et la petite gélule verte et blanche a fait couler beaucoup d'encre. À cela, deux raisons. D'une part, Prozac fut détourné de son usage premier et certains en prennent uniquement pour se sentir mieux dans leur peau. D'autre part, certains lui reprochaient d'être parfois la cause de comportements violents et de suicides. Ainsi, en septembre 1989, un homme sous Prozac a craqué et a tué 8 personnes avant de se suicider. Ces reproches sont sans fondement et tous les procès contre Prozac ont été perdus par les plaignants. Aujourd'hui, Prozac est reconnu comme un antidépresseur efficace et son nom nous devient familier. Oui, alors voici la dernière manifestation de cette vogue. Vous voyez ce livre, gros best-seller en Amérique, qui maintenant est traduit et en France, ça va sortir, Prozac, le bonheur sur ordonnance, du psychiatre Peter Kramer. Vous l'avez lu, docteur Zarifia? Je l'ai lu en anglais, oui. Et alors? Eh bien, je crois qu'on est au cœur de notre sujet. C'est vraiment extraordinaire pour qu'on fasse un livre, c'est quand même incroyable faire un livre sur un médicament. C'est vraiment un médicament miracle. C'est la représentation d'une civilisation et d'une société. C'est ce que j'essaye de décrire dans Des paradis plein la tête. Qu'est-ce qui se passe quand on voit ces gens qui se filent à la pharmacie, qui font une pression sur le médecin, qui demandent eux-mêmes, qui connaissent le nom des médicaments? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que nous sommes dans une société où j'analyse pas les causes, les responsabilités. L'idéologie dominante, c'est la médicalisation et c'est la science. Le bonheur ne peut nous arriver que par la médecine et par la science. Et puis on veut tout de suite. On veut tout de suite. On est incapable de supporter la frustration, l'attente. On est strictement incapable d'être en position responsable, je crois. C'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais on attend tout de la médecine. Et il y a un médecin dans le placard de chaque Français. Dès qu'on parle de notre sexualité, de notre look, etc., il faut que la médecine vous apporte une solution. Je pense qu'on a en nous des ressources pour trouver des solutions. Et dans le livre que vous évoquez, je trouve le reflet de la société américaine. Très souvent, avec un certain recul en France, on a ce que la société nord-américaine vit. Eh bien, il y a eu aussi un dossier fait dans Newsweek du 7 février où de doctes confrères disent « Il existe la chirurgie esthétique et plastique pour le corps, il doit exister la psychiatrie cosmétologique pour l'esprit. Si vous ne vous sentez pas bien, il y a une pilule en réponse à tout. » Et moi, ça me terrifie, c'est ce que j'ai voulu exprimer. Alors, évidemment, nous sommes obligés de citer les médicaments par le nom que tout le monde connaît. Je voudrais préciser ici, très clairement, ce n'est ni de la publicité, ni de la contre-publicité, c'est simplement pour que nous sachions de quoi nous parlons, c'est tout simplement de l'information. Alors, docteur Zarifia, moi je voudrais vous poser une question. Nous avons montré essentiellement 4 médicaments qui ont la faveur du public. Est-ce qu'ils ont quelque chose de très différent des autres ou bien il y en a une trentaine qui sont pareils? Mais laissez-moi quand même dire un mot. Vous avez cité des noms de médicaments, vous avez montré des boîtes. Moi je distingue deux choses. D'une part, l'objet technique, le médicament, substance douée de propriétés thérapeutiques. Ça, il n'y a en aucun cas à le dénigrer. Et puis, il y a le concept de médicament. Mais ce concept-là, il existe chez tout le monde, chez mes concitoyens, chez mes confrères. C'est finalement, quand ça va pas, la réponse est peut-être une pilule. Oui, mais Prozac seulement ou bien il y a plein de pilules pareilles Les raisons d'un succès commercial sont complexes.
Ça peut être lié, dans certains cas, au produit lui-même. C'est souvent lié aussi au génie du marketing qu'ont certains, parce que les médicaments se vendent comme n'importe quel produit industriel. Ok. Non, mais moi, je veux bien que le succès de nos vêtements soit un succès de mode et de snobisme. Ça m'ennuie qu'auprès des médecins, le succès des médicaments qui me prescrivent soit aussi un succès de mode. C'est tout de même ce que vous dites, à pas un mot feutré, hein. Mais oui, mais c'est la réalité. Oui, le médicament est un produit industriel. Il est dans une société où la logique économique conduit à produire de plus en plus. Or, comme il s'agit d'un médicament, il faut le consommer de plus en plus. Mais c'est le procès de toute la société qu'on serait amené à faire à ce moment-là. Parce qu'on n'est pas obligé de le prescrire autant. Mais on a tendance à dire que ça ne doit pas être le cas pour la médecine. Bon, alors maintenant, moi je voudrais qu'on s'y retrouve. Du point de vue, je précise bien, du malade, pas du point de vue de vous médecins qui connaissez les compositions. Quelle différence y a-t-il entre les médicaments qu'on appelle des antidépresseurs, les médicaments qu'on appelle des tranquillisants et les médicaments qu'on appelle des somnifères? Est-ce qu'on peut prendre l'un l'autre indifféremment? Quels sont les effets pour nous malades? Sûrement pas. Les médecins connaissent les vraies indications de ces médicaments. Le génie du marketing a donné des noms. Vous les avez prononcés, je crois qu'ils sont parlants pour tout le monde. Un antidépresseur, c'est un mot inventé par le marketing. C'est un produit qui est censé agir dans la dépression, donc améliorer une humeur déprimée. Un anxiolytique ou tranquillisant est une substance qui est censée gommer complètement cette sensation très désagréable qu'est l'anxiété pathologique, qui nous étreint, qui nous tord la gorge et qui nous empêche d'agir. Et les hypnotiques ou somnifères sont des médicaments qui sont censés apporter le sommeil à ceux qui ne dorment pas. Or, il faut savoir qu'en France, il y a très peu d'insomniaques, mais il y a des millions de gens qui dorment mal. C'est pas tout à fait la même chose. J'ai cru comprendre que les antidépresseurs sont quand même, j'allais dire, une classe au-dessus, une classe plus forte que les anxiolytiques. Non, ça n'est pas une considération d'ordre médical.